à tous. Merci Thibaut de m'avoir fait participer à cette journée de masterclass. Donc voilà, moi on m'a demandé de vous parler des médicaments du neurologue et les résultats qui ont été publiés récemment sur les cardiomyopathies. Donc ce que le cardiologue doit savoir et l'importance du suivi multidisciplinaire. Je vais pas revenir, on connaît tous l'histoire naturelle de la maladie avec une polyneuropathie axonale de début sensitivo-moteur au niveau des membres inférieurs avec une ascension progressive aux genoux puis aux jambes qui va être à l'origine d'un handicap moteur pour les malades qui va nécessiter une marche avec une aide, une canne, voire un déplacement en fauteuil roulant. Alors, les neurologues, ils utilisent plusieurs scores pour évaluer la qualité de vie, le score de Norfolk qui est connu, mais également le score de Nice, de FAP et de PND pour évaluer leurs malades et pour évaluer l'efficacité des différents traitements qui ont été développés actuellement. Rapidement, le score de Nice, c'est une évaluation sensitivo-motrice et des réflexes avec un score qui remonte jusqu'à 88. Plus le score est élevé, plus l'atteinte est sévère. Et on a les scores cliniques d'atteinte neurologique avec le score PND et le score FAP qui vont évaluer les troubles sensitivo-moteurs, mais également et surtout le handicap avec la nécessité d'aide à la marche ou de fauteuil roulant. Alors, je ne reviens pas trop sur la physiopathologie de l'atteinte amyloïde qu'on connaît, avec les tétramères instables qui se désagrègent, qui vont être à l'origine d'un dépôt de fibrilles amyloïdes au niveau des différents organes. Alors, les traitements initiaux, le premier traitement, on sait, qui a été développé dans les neuropathies amyloïdes, c'est la transplantation hépatique, mais sans réversibilité des dommages sur les nerfs et le cœur. Et de ce fait, se sont développées différentes études cliniques, dont le tafamidis, dont nous avons parlé juste avant, mais qui avait été développé sur le plan neurologique initialement. Et les deux études que je vais vous présenter concernant le patisiran et l'inocertène, concernant les atteintes neurologiques. Donc cette diapo a déjà été montrée. Les thérapies géniques reposent sur la suppression de la synthèse de la transthyrétine, donc soit par le patisiran qui est un siRNA, soit par un oligonucléotide qui est l'inotercène. Juste pour vous dire que voilà, le premier traitement, c'était la transplantation hépatique, que la survie chez ces patients-là à 20 ans était d'environ 50%, sachant que l'atteinte cardiaque associée aux atteintes neurologiques était évidemment un indice pronostic majeur chez ces malades en termes de survie, et que beaucoup de facteurs prédicteurs ont été identifiés pour montrer une bonne réponse, au moins une stabilisation du développement de la neuropathie. Et on se rend compte que, comme on l'a dit précédemment, plus on traite tôt, plus ça marche. Donc les patients qui étaient plutôt reconnus pour bien évoluer après une transplantation hépatique, c'était les valmettantes de début précoce. Les autres mutations avaient un pronostic beaucoup plus altéré. Je vais donc vous présenter les deux études là, qui ont été publiées à un mois d'intervalle l'année dernière. Donc il y a l'inotercène, qui a été donc développé pour la neuropathie amyloïde. Donc c'est un oligonucléotide antisens qui va se fixer sur l'ARN messager de la transthyrétine et qui va induire sa dégradation et donc la réduction significative des taux de transthyrétine mutés qui étaient synthétisés par le foie. Donc c'est une molécule qui se fait par une injection sous-cutanée. La première injection se fait souvent en hospitalier dans les centres de référence, puis le patient peut avoir son injection à domicile, soit par une infirmière, soit certains patients se la font eux-mêmes. Donc cette étude, c'était une étude internationale randomisée contre placebo. Elle avait inclus 278 patients, 173 ont été randomisés en 2 pour 1. Quand on regarde un petit peu la population qui a été inclue dans cette étude, donc on a à peu près dans les 60 ans d'âge moyen, on se rend compte qu'il y avait à peu près 50% des patients qui étaient Valmet 30. Concernant l'atteinte neurologique, c'est quand même on verra comparativement à l'étude sur le patisiran, mais les atteintes neurologiques étaient quand même moins sévères. Il y a quand même que 30% qui avaient besoin d'assistance pour se déplacer. Et on se rend compte que la cardiomyopathie, quand on la cherche, on la trouve. 50% de cette population avait une cardiomyopathie associée. Donc les résultats sur le plan neurologique ont été assez encourageants, avec une amélioration du score de Nice et du score de qualité de vie, quel que soit le stade de la maladie, la mutation ou la présence d'une cardiomyopathie. Donc sur le plan neurologique, ça a été vraiment un élément et un nouveau traitement assez prometteur. En revanche, pas grand-chose a été publié sur le plan cardiologique.
On n'a pas retrouvé de modification des paramètres échocardiographiques dans cette étude. Et sur le plan des effets indésirables qui ont été décrits, pas vraiment de problème cardiologique. C'était plutôt soit des atteintes néphrologiques, soit des thrombocytémies qui étaient à l'origine d'hémorragie intracérébrale. J'ai retrouvé une petite étude, alors ce n'est pas une étude, c'est une étude en open label non contrôlée chez les patients qui ont une cardiomyopathie amyloïde, donc à transthyrétine ou sénile. Donc il y avait pas beaucoup de patients inclus, c'était une étude observationnelle qui est avec des résultats pas très concluants, puisque dans les dosages de transthyrétine, il y a une diminution qui est assez variable. Ils nous disent de 39 à 91%, ce qui correspond à quelque chose de pas très contributif. Ils notent une peut-être amélioration du test de marche et des taux de BNP. Et sur le plan clinique, sur les patients, la moitié était stable, la moitié s'était améliorée, 3 s'étaient aggravés, mais c'était tous des transthyrétines séniles avec des taux de régression de la transthyrétine dosée qui étaient variables pour l'un patient ou pour l'autre. Donc a priori, sur le plan cardiovasculaire, pas grand-chose. C'était une étude observationnelle. Les paramètres échocardiographiques montraient rien de particulier. Et également le strain, on dit que c'est très reproductif, mais là, a priori, il n'y avait pas vraiment de modification significative, des résultats assez pas très homogènes. Donc pas vraiment d'efficacité ou de particularité de cette molécule sur le plan cardiologique. En revanche, l'étude qui a fait publier beaucoup là depuis quelques temps, c'est le patisiran. Donc c'est le siRNA qui a été donc développé pour la neuropathie, je le répète, amyloïde familiale. Alors qu'est-ce que c'est le patisiran? C'est un ARN messager qui va se fixer au niveau de l'ARN de la région non traduite de l'ARN messager, qui va détruire l'ARN messager muté et qui va induire, pareil, une diminution des taux sériques de transthyrétine, de synthèse de la transthyrétine. En revanche, c'est une injection qui nécessite une hospitalisation toutes les 3 semaines, donc c'est un petit peu plus difficile à mettre en place pour les malades qui habitent loin. L'étude de phase 2 du patisiran a été déjà assez encourageante, avec une diminution de la transthyrétine circulante dose dépendante et une stabilisation de l'atteinte neurologique. Et tout ceci s'est confirmé dans l'étude de phase 3 Apollo, qui a montré une forte réduction des taux de transthyrétine chez les patients sous patisiran versus placebo, et cela dès le 9e mois de l'analyse. Quand on regarde un petit peu le design de l'étude, il y avait à peu près le même nombre de patients, 225 patients, pareil, randomisés en 2 pour 1 avec le patisiran versus placebo, une population à peu près du même âge, à peu près autant de Valmet 30, peut-être des patients, alors un petit peu moins sévères sur le plan neurologique, avec des scores qui sont un petit peu moins sévères, en tout cas sur le plan neurologique. Et sur le plan cardiaque, les patients étaient inclus s'ils avaient un stade NYHA 1, 2, et les 3-4 étaient exclus, donc on n'a pas les atteintes cardiaques sévères dans cette étude. Sur les résultats neurologiques, pareil, très positifs, avec une diminution franche des taux de transthyrétine, une amélioration des scores neurologiques, une amélioration du score qualité de vie, donc vraiment une forte et une efficacité assez notable dans cette étude. Et là, on peut se poser un petit peu plus d'informations sur le plan cardiologique avec des résultats assez prometteurs, des choses qu'on n'a pas encore vues dans des études neurologiques, c'est-à-dire que sur les différents paramètres d'évaluation échocardiographique, on note qu'il y aurait une diminution, alors modeste, mais en tout cas pas une aggravation de l'épaisseur septale, du strain longitudinal, et une amélioration du test de marche, tout ça de manière assez significative. Et un élément qui est assez important, et on reverra par la suite, c'est le dosage du NT-proBNP qui est franchement diminué sous patisiran, donc quelque chose qui est vraiment assez prometteur sur le plan cardiaque. Alors, si on regarde un petit peu les effets indésirables, alors c'est là où moi j'ai eu un peu de soucis sur cette étude. Donc, on note un petit peu des effets périphériques, diarrhée, œdème, c'est les effets indésirables les plus fréquents décrits sous patisiran. Et on regarde en termes de mortalité dans les 2 groupes, quand on regarde les annexes de l'étude, que dans le groupe patisiran, tous sont décédés de causes cardiovasculaires, type arrêt cardiaque,
Et quand on regarde un peu dans d'autres papiers où on spécifie un peu ce qui s'est passé, c'est plutôt des BAV complets. Donc ça, c'est un petit peu étonnant. Contrairement au groupe placebo qui est mort a priori des complications de la maladie avec des infections, des hémorragies gastro-intestinales ou des AVC. Du coup, on s'est beaucoup plus intéressé aux sous-groupes de cette population dans l'étude avec une cardiomyopathie associée qui représentait aussi 50% de la population. Et pas étonnamment, dans cette sous-population, on a évidemment beaucoup moins de Valmet 30, des patients plus symptomatiques avec des taux de NT-proBNP qui sont plus élevés, ce qui est assez logique par rapport à la population globale. En revanche, quand je vous parlais des BAV complets, alors moi, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est le taux de patients porteurs d'un stimulateur cardiaque. Donc, on a 25% des patients qui sont dans le groupe placebo qui sont porteurs d'un stimulateur cardiaque type pacemaker versus 14%, sachant qu'on a des patients qui ont quand même une cardiopathie évoluée. Donc, peut-être qu'on ne s'était pas assez implanté ou pas assez... Enfin, ça m'a assez interpellé, ce résultat. Plus d'arythmie dans le groupe, à peu près équivalent dans le type d'arythmie supraventriculaire, des patients sous diurétiques, et puis un stade NYHA de 1-2 qui est à peu près équivalent dans les deux groupes, même si les auteurs nous rapportent qu'il semblerait qu'elles soient un petit peu plus graves parce qu'on a un stade NYHA2 plus élevé dans le groupe patisiran. On verra un petit peu les résultats qu'ils nous ont notifiés dans l'article. Et des taux de NT-proBNP élevés également dans les deux groupes. Sur les résultats des paramètres échocardiographiques, ils avaient tous une fraction d'éjection préservée, comme on le voit habituellement, une épaisseur septale aux environs des 16 mm, donc une vraie infiltration myocardique, un strain à moins 15, un débit cardiaque subnormal. Et quand on regarde donc l'analyse de ces populations, on se rend compte qu'on a donc une diminution de manière significative de l'épaisseur septale, du strain, du débit cardiaque, du volume télédiastolique, donc des paramètres qui sont assez intéressants sur le plan cardiologique sous patisiran. Et un des éléments qui est intéressant et qui pourrait être un élément de suivi, c'est le NT-proBNP. Alors, on sait que le NT-proBNP, c'est un marqueur de sévérité dans la maladie en termes de survie. Mais ce qu'on voit dans l'étude sous patisiran, c'est une diminution franche et assez précoce des taux de NT-proBNP dès le 9e mois, ce qui pourrait constituer un indicateur précoce de réponse au traitement. Et ce qu'on peut voir également, c'est que dans la population placebo, on n'a pas du tout eu de diminution du taux de NT-proBNP chez ces patients-là, alors que dans le groupe patisiran, on a eu soit une stabilisation, soit une amélioration. L'étude en sous-groupe oriente vers probablement une diminution des causes d'hospitalisation et de décès chez ces malades. Donc pareil, on n'a rien comme critère significatif pour le moment, mais on a une orientation sur laquelle le patisiran aurait un effet cardiovasculaire sur les différents paramètres échocardiographiques et sur la mortalité, avec a priori moins d'événements cardiaques, moins d'événements rythmiques. Alors moi j'ai fouillé dans le tableau et j'ai pas très bien compris parce que dans le manuscrit il est noté, alors dans la population cardiaque il y a autant d'effets indésirables sévères ou pas dans les deux groupes et on nous parle d'une proportion plus élevée d'insuffisance cardiaque dans le groupe patisiran. Et alors j'ai fouillé dans tous les tableaux, je ne sais pas où sont ces pourcentages. Donc c'est uniquement noté dans le texte, je ne comprends pas bien, je ne sais pas si quelqu'un a eu plus d'informations, et ils nous disent que c'est probablement parce qu'ils étaient plus graves. Donc ça, j'avoue que je suis restée perplexe, peut-être qu'on pourra en parler sur la discussion. Et voilà, récemment, on allait un peu plus loin, il y a eu l'évaluation du strain dans cette population, et a priori, un paramètre qui pourrait être un indicateur un peu plus précoce de réponse au traitement, ça serait le strain basal, mais tout ça, voilà, c'est... pour le moment encore pas très significatif sur la variabilité qu'on peut avoir sur les malades. Je ne suis pas sûre qu'on puisse encore utiliser ces paramètres-là. Enfin, donc, ce que je pense qu'il faut faire chez ces patients qui sont suivis sur le plan cardiologique sous patisiran, c'est le même suivi qu'on a en fait chez nos malades, c'est-à-dire surveiller les signes d'insuffisance cardiaque, même si on nous parle d'une plus d'insuffisance cardiaque dans le groupe patisiran, mais de toute façon on surveille nos patients, on surveille les signes d'insuffisance cardiaque.
Je pense que l'électrocardiogramme, moi je suis encore perplexe sur l'histoire des pacemakers et sur le fait qu'ils soient morts de BAV. Je ne comprends pas qu'on meure de BAV dans une étude comme ça. Ils sont surveillés, donc je suis un peu perplexe. Je pense que le NT-proBNP, en revanche, a un marqueur précoce de réponse au traitement et permet vraiment de montrer qu'on va avoir une efficacité probablement de ces nouveaux médicaments sur le plan de la cardiomyopathie. Et puis le strain peut être intéressant également dans le cadre du suivi, mais qui ne va pas forcément changer notre pratique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Ludivine pour ce brillant exposé très objectif. Bravo. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que ça a dû lever pas mal d'interrogations. Juste derrière. Merci beaucoup pour ce super topo bien résumé qui n'est pas du tout dans notre thématique habituelle. De votre expérience, vous avez eu des patients qui ont eu des événements indésirables cardiologiques sous ces nouvelles molécules Alors, il y a eu des patients qui ont eu des événements type insuffisance cardiaque, mais alors après, dire si c'est sous pâtissierant ou dire que c'est l'évolution de la maladie, ça je ne peux pas le dire. Même pareil sur des troubles conductifs qui se sont aggravés. Alors après, il y a eu des effets indésirables, mais je ne sais pas si on peut les rapporter forcément au traitement. C'est parce que, c'est des patients qui ont fait des OAP. Alors c'était plutôt des poussées d'insuffisance cardiaque. Global, je parle sous couvert de Michel Slama qui est par là-bas, où on a renforcé le traitement diurétique, où on a implanté des pacemakers. Mais ça peut être dans l'histoire de la maladie, de l'évolution, ou des facteurs intercurrents qui sont intervenus dedans. Donc. Je voulais poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de contre-indiquer le patisiran chez des patients qui ont une atteinte cardiaque sévère? Alors, en fait, le design est fait sous forme qu'ils rentrent sur une entrée neurologique et quand on nous les adresse sur le plan cardiologique, ils sont déjà screenés. Donc, on ne nous a jamais demandé, ce patient-là, il est trop grave, est-ce que vous voulez le mettre dans l'étude? La plupart du temps, c'est quand même une entrée neurologique, donc ils n'ont pas des cardiomyopathies très sévères. Alors là, on n'est plus dans l'étude, on est dans la MM. Mais est-ce que vous... Oui, mais nous, dans les patients sous pâtissierant, ils étaient dans l'étude. Donc, on ne les avait pas en a priori pour discuter ou pas de l'absence d'inclusion. Je crois que c'est une super question parce qu'en fait, il n'y a pas d'indication du pâtissierant s'il y a une forme cardiaque sévère parce que ce n'est pas prouvé. Et on se retrouve effectivement à une discussion avec les neurologues. Il a la neuropathie, il a la cardiopathie. Qu'est-ce que je traite? Quel est le pronostic? Quel est le risque? Et quel est le médicament qui est validé? Et on voit en fait qu'on peut se mettre du coup en désaccord si on ne se parle pas. Parce que la neuropathie, elle évolue lentement mais sûrement. Et on voit que ce médicament est très efficace. Mais la cardiopathie, elle est là. Et si le patient est très sévère, on ne sait pas si le pâtissierant marche. Et là, ce que tu nous as clairement dit sur des patients qui n'ont quasiment pas de cardiopathie, si ce n'est l'infiltration, mais ils sont peu symptomatiques, ils n'ont pas de NT-proBNP, ils n'ont pas de pacemaker, ils n'ont pas de diurétique, on a 7 morts cardiaques. Donc il faut qu'on fasse les études pour voir si l'inotersen ou le patisiran font vraiment quelque chose dans une étude randomisée dans les formes cardiaques. On a fait l'essai en DAVOUR sur la 2e génération du patisiran avec le révusiran. L'étude a été arrêtée. Il y a eu 18 morts dans le groupe traité, 2 dans le groupe placebo. C'est-à-dire que là, on est sur des médicaments qui sont géniaux, qui ont des effets incroyables sur la neuropathie, mais au niveau du cœur, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, moi, à mon avis, si un patient adressé par un neurologue pour mettre un patient sous patisiran pour une neuropathie, il a une atteinte cardiaque sévère, moi, je lui donnerais le seul médicament qui marche dans le cœur et qui sauve la vie, le tafamidis. Mais Michel a sûrement un avis opposé. Non, différent. Non, pas opposé complètement. Mais je veux juste préciser une chose. Le Apollo, pâtissierant, critères d'inclusion, classe 1, 2, pas 3. On ne les voyait pas avant, en fait. Donc la question de mettre un patient en classe 3 ou en classe 4 sous pâtissierant, c'est hors sujet, théoriquement, parce que ça n'a pas été testé chez ces patients. Mais donc, ce qui est probable, peut-être que toi, tu as d'autres informations sur ces patients qui sont morts sous pâtissierant. Enfin, je sais que l'explication qui nous est proposée par le laboratoire, c'est parce que c'était des patients qui étaient borderline, qui étaient trop graves et qu'on aurait peut-être... C'est un peu ça. C'est un peu ça, non? Je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Mais tu vas répondre là-dessus. Maintenant, quand on regarde le ATTRACT, les classes 3, ils ne tirent pas vraiment un bénéfice si évident. C'est-à-dire que probablement, il faut quand même garder en tête que ce n'est pas des médicaments de l'amylose.
ça ne traite pas l'amylose. Ça diminue les taux de transthyrétine. Ça bloque l'évolution de la maladie, comme tu le disais. Aucun de ces médicaments ne fait diminuer les dépôts d'amylose dans le myocarde. Donc il n'y a pas de baguette magique, quoi, hein. C'est juste des médicaments qui diminuent le taux de transthyrétine circulant. Donc il ne faut peut-être pas en attendre trop et il ne faut certainement pas les utiliser trop tard. Patients en classe 3, classe 4, c'est trop tard. J'avais une question un peu naïve, justement, une question aussi à M. Slama. J'avais du mal à comprendre le mécanisme d'action de ces médicaments-là, puisqu'on dit que ça bloque la synthèse de transthyrétine. Et moi, j'avais compris que la transthyrétine sous forme tétramérique, c'était important. C'était une protéine qui servait à des fonctions thyroïdiennes, métaboliques de la vitamine D, etc. Je ne comprends pas bien le mécanisme d'action. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu comment ça agit? Ça agit en bloquant en fait la synthèse, en dégradant l'ARN messager. Donc ça diminue la production. Après, sur le fait d'avoir l'utilité de la transthyrétine pour d'autres transports, parce que c'est un transporteur, hein, la vitamine A, les patients bénéficiaient d'une injection et de supplémentation de vitamines. Enfin, il y avait des choses qui étaient compensées au niveau de l'étude concernant le fait qu'il y avait plus ce déficit de transporteur. Si c'était ça la question. Il y a une compensation par d'autres injections de... Oui, ils avaient des injections, par la bouche de vitamine A associée au traitement pour compenser le défaut de synthèse. On peut se passer du transporteur, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il en reste 10%, 20% suivant les patients, un peu plus 30%, mais on peut se passer du transporteur de la transthyrétine, finalement. On n'en a pas forcément besoin. Après, pour répondre à Michel, sur le coup de la fibrilloformation et de l'infiltration, en fait, on a exactement la même chose dans l'amylose AL, où on fait une chimiothérapie qui bloque la production des gènes, et on ne va pas jouer pour autant directement par la molécule sur la détertion. Et donc, ce qui se passe, en fait, pour moi, et c'est pour ça que le tafamidis dont on discutait agit à 18 mois, c'est que c'est simplement le système endogène de détertion qui ne travaille pas très bien quand on vieillit. C'est pour ça que nos patients ils ont l'amylose héréditaire, mais elle apparaît généralement quand on est âgé. C'est parce qu'il y a tout un système de détertion du protéasome qui nettoie nos dépôts. Et on fait des dépôts en permanence. Et ce système, avec l'âge, c'est mon hypothèse, doit se mettre au repos. Et quand vous commencez à faire des fibrilles, il est dépassé. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces médicaments? Patisiran, inotersen ou tafamidis, ils stabilisent, ils empêchent l'arrivée de nouvelles fibrilles. Et votre système endogène commence à nettoyer. Sinon, il y a un médicament qui n'aurait pas dû marcher, c'est le tafamidis. La maladie devrait évoluer par elle-même, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même un effet au niveau cardiaque qui n'est pas lié directement à la molécule, mais qui est lié au fait que le cœur, l'infiltration ne se fait plus et que le système de nettoyage commence à se faire et on arrive notre système endogène personnel arrive à nettoyer les dépôts. Sinon, il n'y aurait aucun molécule qui marcherait sur ces processus physiopathologiques. Et c'est ce qui se passe avec la chimio. Alors, c'est des cas encore plus graves et plus, etc. Mais voilà, si vous arrivez à améliorer le strain, à diminuer l'épaisseur chez certains patients et le profil restrictif, c'est bien que vous avez un effet cardiaque. Et pour autant, les chimios n'ont pas d'effet cardiaque, quoi. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question par rapport aux formes mutées. Donc, aux Antilles, nous, on a essentiellement des patients des mutations Valil 122. Et donc, on a des très beaux résultats là d'études, mais on est un peu embêté parce que même sur l'étude ATTRACT, au final, on a l'impression que dans les formes mutées, ça marche moins bien. Mais on ne sait pas très bien pourquoi, si j'ai bien compris, sauf si vous avez une explication. Et le patisiran, dans l'étude Apollo, il n'y avait pas de Valil 122. Je ne sais plus exactement quel type de mutation. Je crois qu'il y en avait un ou deux. D'accord. Mais il n'y avait pas de mutation cardiaque dans patisiran. Et puis, dans tafamidis, il est impossible de dire s'il y a un effet différent dans un tract entre les mutés ou les héréditaires. On est tellement en sous-groupe de sous-groupe que là, je serais bien ennuyé de le dire. Nous, on a mis dans un tract notre expérience. Je parle toujours de notre expérience parce que c'est la seule manière maintenant de voir ce que ça donne. Puisque, voilà, on a mis 2 tiers de séniles et 1 tiers d'héréditaires. Et globalement, ceux qui étaient aussi sous placebo héréditaire, ils sont morts. Ceux qui étaient traités, ils sont encore en vie. D'accord. Oui. C'était majoritairement des VAS 122, évidemment. Et donc toi, Ludivine, alors pour finir, si tu as un patient finalement qui arrive avec de la neuro, de la cardio, 13 de septum, 1500 d'NT-proBNP, il est adressé par le neurologue pour patisiran, qu'est-ce que tu fais?
Je pense que le pronostic neurologique est quand même primordial chez les malades qu'on a. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment ils arrivent avec une atteinte neurologique, des troubles sensitivo-moteurs. On a moins les patients qui arrivent avec les grosses poussées d'insuffisance cardiaque. Donc s'il a une cardiomyopathie et si les neurologues nous disent quand même que le pâtissiran, il y a des patients franchement améliorés. C'est-à-dire que sur le plan sensitivo-moteur, qui sont améliorés, sur le périmètre de marche. Donc moi, je pense que le pâtissiran a sa place plus que le tafimidis dans les atteintes neurologiques. Et après, si sur le plan cardiaque, on montre là, de toute manière, une stabilisation, au moins une stabilisation de l'atteinte, je serais sur du pâtissiran sur ce type de malade. Et donc s'il décompense, tu es obligé de le mettre sous diurétique, il passe en stade 3, puis sous diurétique, il repasse en stade 2. Qu'est-ce que tu fais du pâtissiran? Tu continues ou tu arrêtes? S'il se redégrade sous pâtissiran? C'est-à-dire que il n'a pas fait d'insuffisance cardiaque, il était en stade 2, il a une cardiopathie amyloïde, mais effectivement son problème c'est la neuropathie, mais là il décompense. Alors qu'il ne décompensait pas avant, c'est ce qu'on a un peu discuté, tu es obligé de le mettre sous diurétique. Comment tu considères les choses? C'est-à-dire changer pour du tafamidis? Je ne sais pas, c'est une question. Est-ce que tu continues ou pas? Je pense que j'ai pas la réponse. Je pense que ça se discute en réunion multidisciplinaire avec les neurologues pour voir un peu le bénéfice de tout ça. Après, quand ils résistent au pâtissiran, ils discutent la transplantation. Après, je pense que ça dépend du type de mutation, de l'état général du malade, de son âge. Et à ce moment-là, on part sur une transplantation foie ou cœur-foie si vraiment il commence à échapper au traitement sur les deux plans. Mais je pense qu'il faut une évaluation multidisciplinaire dans ce contexte-là. On ne peut pas décider seul dans notre coin. Juste une toute petite question sur la stratégie neurologique. Le neurologue, il peut mettre du pâtissiran tout de suite, ou est-ce qu'il doit forcément passer par le tafamidis, échec tafamidis, pâtissiran? Alors là, l'étude, elle vient d'être finie, l'étude Apollo. Donc la stratégie qu'avaient les neurologues initialement, c'était je mets tous les patients sous tafamidis. En fonction de l'évolution, soit le patient il se dégrade assez rapidement et sur des patients jeunes, on sait que la transplantation hépatique peut être intéressante. Donc il y a certains patients qu'ils ont transplantés, mais du fait de l'effet positif du pâtissiran là, ils sont plutôt à les mettre sous pâtissiran et si vraiment sous pâtissiran ça s'aggrave, ils discutent une transplantation. Je parle encore sous couvert de Michel Slama qui est d'accord, mais a priori c'est sur ce plan qu'ils partent, cette stratégie-là. Et est-ce que l'avenir, ce ne sera pas comme dans les HTAP, où on traite en combinaison taux des plusieurs molécules? Alors ça... Si, je pense qu'on va arriver un jour à des sortes de bitréthérapies successives avec des allers-retours, etc. Le problème, c'est qu'en fait, on a les deux grosses organes qui sont atteints, et puis tu vois qu'en fait, les essais avancent de l'un dans l'autre. Tu as des signaux de safety, mais tu as aussi des signaux encourageants. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, on avance, quoi. Mais on n'a pas la réponse à tout, et c'est vrai que c'est des problèmes majeurs, mais moi je vois pas comment on peut répondre à toutes ces questions. Mais on voit que là, on est en pleine avancée, c'est ça qui est bien, on a des traitements, mais qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Parce que c'est pas parce que la molécule a l'effet ou le truc le plus satisfaisant, qui coûte le plus cher, que ça va forcément apporter un bien au patient, et qu'il faut voir comment les choses évoluent et garder notre distance par rapport à ça, ce que je vous montrerai tout à l'heure sur les chimios. Et c'est pas facile parce que ces patients qui font beaucoup la maladie est grave, ils évoluent, et après distinguer l'évolution de la maladie de l'effet secondaire du traitement, c'est ce qu'ils mettent dans le papier d'ailleurs, c'est qu'ils disent qu'aucun investigateur n'a dit que c'était relatif au traitement, les décès, ni les décompensations cardiaques. Donc c'est pas le médicament, c'est comme marqué comme ça dans la publication que j'ai signée, co-signée. Pour ça je suis un peu énervé, vous avez remarqué, parce que je n'ai pas vu quand j'ai signé les 7 morts, j'ai découvert tout ça après.